Chapitre 1. L'immeuble sent le béton mouillé et les vieux regrets. Il s'élève sur 10 étages, un monolithe gris contre le ciel meurtri de Nevers. De ma fenêtre, au 8e étage, le monde en bas semble petit et lointain. Une collection de voitures jouets et de gens pressés que je ne connais pas. Je n'ai pas dormi correctement depuis des jours. Mon esprit est une ruche frénétique, bourdonnant d'une peur constante et sourde qui s'enroule dans mon estomac comme un serpent froid. Chaque craquement des planchers, chaque murmure du vent à travers le cadre de la fenêtre sonne comme une menace. Je suis fatigué jusqu'à l'os, une lassitude profonde et envahissante que le sommeil ne peut plus réparer. L'air de cet appartement est vicié, épais d'angoisse inexprimée et des fantômes de disputes dont je ne me souviens même plus des débuts. C'est le genre d'endroit où l'espoir vient mourir, lentement et sans bruit, étouffé par le poids même des murs qui l'entourent. Le silence est le pire. Ce n'est pas un silence paisible, c'est un silence vigilant. Il est lourd, comme si l'air lui-même retenait son souffle, attendant que quelque chose ne cède. Je fais les 100 pas dans le petit salon, mes pieds nus froids contre le linoléum usé. Le chemin de la fenêtre à la cuisine est devenu un sentier battu, une manifestation physique de mes pensées en cage. Je vérifie sans cesse les serrures de la porte, un rituel qui n'apporte aucun réconfort. Je sais que les vrais dangers ne sont pas ceux que l'on peut tenir à l'écart avec un simple verrou. Ils sont déjà à l'intérieur, ou pire, ils sont partout à la fois, s'infiltrant par les fissures des murs et murmurant depuis les ombres dans les coins de mes yeux. Cet immeuble est un piège, et je sens ses mâchoires se refermer lentement sur moi à chaque heure qui passe. J'appuie mon front contre la vitre froide de la fenêtre, regardant les lumières de la ville se fondre en une tache de couleur. La tension dans mes épaules est un nœud permanent, un rappel constant du poids invisible que je porte. C'est une sensation d'être chassé, mais le chasseur n'a pas de visage, pas de nom. C'est juste une présence, une certitude oppressive que je suis observé. J'essaie de respirer, de forcer l'air profondément dans mes poumons, mais il reste bloqué dans ma gorge. Mon cœur bat la chamade contre mes côtes, un tambourinage frénétique dans le silence oppressant. Je dois sortir. Pas seulement de cet appartement, mais de cet immeuble, de cette ville, de cette vie qui est devenue une prison. La pensée est une prière désespérée et récurrente, un mantra que je me répète dans l'obscurité. Cet endroit, Nevers, était censé être un nouveau départ. Une ville tranquille où nous pourrions disparaître. Mais c'est devenu l'épicentre du chaos. Les 10 étages de cet immeuble sont comme 10 niveaux d'un cauchemar dont je ne peux pas me réveiller. Chaque palier recèle sa propre terreur, chaque voisin une menace potentielle ou un annonciateur de malheur. Gilles est arrivé il y a 1 heure, apportant avec lui une explosion d'optimisme forcé qui semblait étrange dans l'atmosphère étouffante de mon appartement. Sa peau est presque translucide, du genre qui brûlerait facilement au soleil. Une barbe claire et clairsemée s'accroche à sa mâchoire. Ses cheveux foncés sont courts, nets, avec une seule mèche rebelle qui retombe toujours sur le côté droit de son front. Il bouge avec une énergie saccadée, un homme qui essaie de se convaincre que tout va bien. Son rire sort par salves courtes et aiguës, un peu trop fort, un peu trop enthousiaste. Il n'atteint pas ses yeux. Il reste grands ouverts et vigilants, balayant la pièce. « Tout va s'arranger », a-t-il dit, en me tapant sur l'épaule. « It's all going to work out ». Gilles croit au pouvoir de la pensée positive comme si c'était une religion, une incantation magique. Il parle de plans. Il parle d'avenir, avec une certitude que je ne peux plus rassembler. Il s'est assis sur le bord de mon canapé usé, ses genoux rebondissant d'énergie nerveuse. « Nous avons juste besoin d'un plan solide. We just need a solid plan. Un bon, solide plan, a-t-il répété, plus à lui-même qu'à moi. Il est l'architecte de notre évasion. Il dessine des cartes. Il fait des listes, essayant d'imposer de l'ordre à une situation qui le défie. Sa présence est à la fois un réconfort et une source d'irritation. Son espoir déterminé met en lumière mon propre désespoir. Je vois le scintillement de doute dans son regard avant qu'il ne détourne les yeux. Sa peau blanche semble encore plus pâle sous la lumière jaune maladive de la lampe, le faisant ressembler déjà à un fantôme. Ensuite, il y a la femme du 5e étage. Elle contraste fortement avec la pâleur de Gilles. Sa peau d'un bronze profond et riche, comme si elle avait passé sa vie à s'imprégner d'un soleil qui ne brille jamais à Nevers. Elle a une sauvagerie qui est à la fois captivante et troublante. Ses cheveux sont une cascade de boucles sombres et indomptées qui encadrent un visage aux angles vifs et aux yeux intenses. Une fine cicatrice argentée
traverse son sourcil gauche, lui donnant une expression en permanence interrogative et légèrement dangereuse. Ce sont les bijoux. Elle en porte une abondance, des bagues lourdes à presque chaque doigt, et de grandes boucles d'oreilles créoles ornées qui balancent et accrochent en la lumière quand elle bouge. Les bijoux semblent avoir une vie propre. Là où le métal bon marché de ces bagues touche sa peau, il laisse une légère tache verdâtre. C'est une décoloration subtile, une réaction chimique, mais cela semble être plus que cela. Le vert n'est pas seulement sur sa peau, il semble émaner d'elle, une aura faible et maladive qui s'accroche à elle comme un parfum. Je l'ai vue une fois dans le couloir, ses doigts traçant des motifs sur le mur, et pendant un instant, j'aurais juré qu'une faible lumière verdoyante suivait son toucher. Ça me donne la chair de poule. Cela défie toute catégorisation facile, tout comme la femme elle-même. On l'appelle la sorcière du quartier. Une étiquette facile pour une femme qui ne rentre pas dans le moule, mais le nom est resté, et avec lui, une réputation qui enveloppe l'immeuble d'une couche de terreur superstitieuse. La femme du 5e étage est la source d'innombrables histoires, chuchotées à voix basse par les autres locataires. On dit qu'elle parle aux fantômes, qu'elle tient des conversations avec l'air vide, dans la cage d'escalier. Je l'ai vue moi-même. Je descendais les escaliers tard un soir, et j'ai entendu sa voix, un murmure bas. Quand j'ai tourné au palier, elle était là, le dos tourné, la tête penchée comme si elle écoutait une réponse qui ne venait jamais. L'air était glacial, et le silence qui a suivi ses paroles était si profond qu'il semblait être un poids physique. Sa présence rend les nuits menaçantes. Les sons simples deviennent des présages de malheur. Un robinet qui goutte est le son de ces malédictions qu'elle compte. Le vent sifflant à travers un trou de serrure est le murmure des fantômes qu'elle commande. Elle a empoisonné l'atmosphère de cet endroit, transformant un simple immeuble de 10 étages en un labyrinthe vertical de peur. Ce matin fut une véritable comédie d'erreurs, si tant est qu'on puisse appeler comédie quelque chose d'aussi imprégné d'anxiété. Le plan était de partir à l'aube, de nous éclipser avant que l'immeuble ne soit complètement réveillé. Mais tout a conspiré pour nous retenir ici. Je suis allé prendre une douche rapide, ayant besoin de l'eau chaude pour secouer mon système et me mettre en action. Une petite flaque s'était formée près de la baignoire. Mes chaussures usées, celles aux semelles lisses, ont trouvé la flaque d'eau avec un timing parfait et désastreux. Un pied a glissé sous moi et j'ai dérapé, m'écrasant contre le mur. La douleur était vive. Je suis resté là un instant, à écouter, priant pour que personne n'ait entendu. La chute a tout retardé. Ma cheville lançait et une nouvelle vague de paranoïa m'a envahi. La flaque était-elle un accident ou était-ce autre chose? Un piège petit et délibéré. Je suis retourné en boitant dans le salon où Gilles rangeait un petit sac avec des mouvements frénétiques et inefficaces. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Le plan est insensé. C'est un effort désespéré, de la dernière chance, né de la peur et d'un manque total de meilleures options. Nous allons en Thaïlande. La Thaïlande, avait-il murmuré. Thaïlande, personne ne nous trouvera jamais. Nous pouvons disparaître. Recommencer. No one will ever find us. We can disappear. Start over. Après avoir mis en commun toutes nos ressources, vendu quelques maigres possessions, vidé le fond de nos comptes bancaires, nous avons un grand total de 100 euros. 100 euros pour emmener 2 personnes et un chat. Ce n'est pas un budget, c'est une blague. Billets de bus bon marché, aéroport plus grand, offre de vol de dernière minute à prix cassé. Je tiens le seul billet de 100 euros dans ma main. Je choisis le rêve, à 100 euros. Nous sommes 3 dans cette évasion. Moi, Gilles et Suzy. Suzy est ma chatte. Un petit animal noir, élégant, avec des yeux verts incroyables. Elle est le calme au milieu de ma tempête. Une présence chaude et ronronnante, qui me rappelle une époque plus simple, plus sûre. L'emmener en Thaïlande est un cauchemar logistique. Gilles a passé des heures à faire des recherches. Des cages spéciales des certificats vétérinaires, les lois sur la quarantaine. Il transporte partout un petit lecteur MP3 abîmé. « Écoute !» dit-il en me mettant un écouteur dans l'oreille. « Tout va bien se passer. » La musique est une bande sonore constante à son énergie nerveuse. Un rythme reggae qui lutte pour noyer le battement frénétique de son propre cœur. Nous sommes une étrange petite famille, accablée par nos attachements. Suzy, endormie dans sa cage, représente une vie que j'essaie de protéger. La musique de Marley, chuchotant des écouteurs de Gilles, représente un espoir qu'il essaie de fabriquer.
Ce sont les petits poids fragiles d'espoir que nous portons avec nous dans l'inconnu. Alors que nous nous préparons enfin à partir, je jette un dernier coup d'œil par la fenêtre. Le ciel est d'un gris plat et impitoyable. Et là, je le vois. Un hélicoptère. Ce n'est pas un hélicoptère de police. Ce n'est pas un hélicoptère de presse. Il est sombre, sans un signe. Il ne fait pas que passer. Il décrit des cercles lents et délibérés. Sa trajectoire est centrée au-dessus de notre quartier, au-dessus de notre immeuble. Mon sang se fige. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est réel. Gilles, je murmure, regarde. Son optimisme forcé s'effondre. Son visage pâlit, sa mâchoire se crispe. Ça pourrait être n'importe quoi, dit-il sans conviction. Nous savons ce que c'est. C'est pour nous. Une machine de plusieurs tonnes plane dans le ciel. Ses rotors hachent l'air, rythme menaçant. Comment pourrait-il connaître notre plan? Nous sommes deux personnes insignifiantes. 100 €, un chat. Qui enverrait un hélicoptère après nous? L'hélicoptère était la cage. Son ombre couvre le pâté de maison. Nous sommes immobilisés par son regard invisible. L'hélicoptère est la menace évidente, mais alors que mes yeux parcourent le paysage urbain en contrebas, je commence à remarquer autre chose. Des drones. Ce ne sont pas les quadricoptères bruyants de qualité grand public que l'on voit dans les parcs. Petits, sombres et absolument silencieux. L'un est perché au bord de l'immeuble d'en face. Un autre plane près du château d'eau à quelques pâtés de maison. Ils forment un réseau de surveillance presque invisible, leurs objectifs braqués dans notre direction. Les drones sont comme les yeux du bâtiment lui-même. Ils se fondent dans le désordre urbain. Les antennes paraboliques, les unités de ventilation, la maçonnerie couverte de graffitis. Ils n'ont pas besoin de défoncer la porte quand ils peuvent observer chacun de nos mouvements, anticiper chacune de nos actions. L'hélicoptère est là pour l'intimidation, une démonstration de force. Les drones sont là pour l'information. Je les montre à Gilles, ma main tremblante. C'est insensé. Nous sommes pris dans quelque chose de bien plus grand. Une toile de surveillance qui se resserre sur nous. Notre rêve à 100 € de nous enfuir en Thaïlande ressemble maintenant à un fantasme d'enfant. Il faut qu'on parte. Maintenant. L'hélicoptère, les drones, l'homme dans la rue, ils n'attendent pas. Ils resserrent le filet. La seule chance que nous ayons est de bouger, d'être imprévisible, de foncer tête baissée dans la gueule du loup. Il attrape la caisse de transport du chat et je saisis le sac avec nos misérables 100 €. Nous ne disons rien. Il n'y a plus rien à dire. Ma cheville douloureuse oubliée, mes chaussures glissantes, une préoccupation lointaine. Je pose ma main sur la poignée de porte. Le métal froid est un choc contre ma peau. Le bâtiment est silencieux. Trop silencieux. Les gémissements et les craquements habituels ont disparu. C'est le même silence lourd et vigilant qu'avant, mais maintenant il est chargé, électrique, le moment avant un coup de foudre. Je peux sentir la présence de l'autre côté de la porte, mais avant que je ne puisse bouger, une ombre tombe sur le bas de la porte. C'est fluide, en mouvement, comme de l'encre épaisse qui s'infiltre sous la porte. L'odeur de terre humide et de métal bon marché est corrodée. L'ombre s'accumule et se condense. La poignée de porte, toujours dans ma main, commence à tourner. Lentement, silencieusement, de l'autre côté. La porte s'ouvre.